Bonsoir chers téléspectateurs amoureux et amoureuses de la balle au panier. Bienvenue à votre nouveau rendez-vous basket préféré, Back to Back. Je suis Alexandre Vladimir Taïta et avec moi ce soir mon équipe choc. J'ai à ma droite Stéphane Zaré aka Z Saga The Heart of Crossover. Bonsoir mon vieux. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à toute l'équipe. Comme d'habitude, toujours un plaisir de partager notre petite expérience basket avec les amoureux du basket. Et à ma gauche, Romial Ouedraogo, a.k.a. The Boss, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Bonsoir. Le boss, c'est toi, Taïta. Bonsoir à tous, bonsoir aux gens qui nous suivent. Nouveau rendez-vous ce soir encore, toujours un plaisir de venir décortiquer avec vous l'actualité basketball. Merci beaucoup. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ce qui s'est passé dans la Ligue du Centre. Nous étions sur les plateaux du MJCO ce week-end pour capter les images et les impressions de cette 8e journée du championnat que nous vous montrons tout de suite. À la fin, on va dire qu'on a manqué un peu de lucidité. Voilà, il faut savoir qu'on est une jeune équipe. C'est notre premier championnat qu'on joue. Et il y a quelques automatismes qu'on n'a pas encore. Et on n'a pas assez de vécu ensemble. Par exemple, ce genre de match-là, je peux dire que c'est peut-être 2 ou 3 fois qu'on a joué un match aussi serré. Voilà, cette année. Donc, des fois, la gestion, quand c'est un peu serré, c'est pas toujours évident. Je pense que le groupe a largement le niveau pour gagner ce genre de match. Voilà. Maintenant, on a commis quand même quelques erreurs parce que on avait un secteur intérieur qui était largement supérieur à celui de UCO, mais on n'a pas vraiment insisté dessus. Voilà. Et on a pas mal manqué les lancers francs, surtout qu'à la fin, à 3 minutes de la fin du match, UCO était en rouge. Mais tous les lancers qu'on a eu, je pense pas qu'on en ait marqué beaucoup en tout cas. Ça aurait pu faire basculer, voilà, le match de notre côté ou au moins faire douter UCO beaucoup plus longtemps. Je peux dire que les leçons qu'on va tirer, déjà, c'est travailler, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Voilà, je pense que si on arrive à vraiment travailler ensemble, il y a quelques petits déchets qu'on pourra corriger et quand même embêter pas mal d'équipes. Je pense que le groupe a, comme je disais, largement le niveau, voilà, pour jouer les troubles faits dans ce championnat-là. Voilà, et comme je dis, en gros, on va beaucoup travailler et on entendra parler de nous. Ce match, on peut dire que c'était vraiment dur. Les joueurs ont écouté les consignes et surtout ils ont joué calmement, ils ont vraiment fait le jeu. Voilà, je pense que c'est ça qui était le secret. Bon, je veux dire que depuis qu'on a commencé, c'est notre première victoire et chaque fois, c'est à la seconde, à la dernière minute qu'on perd ce match. Et c'est ce que je les ai dit. Il faut que on part jusqu'au bout et puis il faut qu'on soit concentré jusqu'à la fin pour qu'on puisse vraiment, au moins c'est une victoire pour aujourd'hui, ça va nous faire plaisir et puis ça va nous galvaniser encore pour avancer. Une défaite qui fait mal parce que bon, quand on voit que l'effectif de l'histoire n'est pas au complet et qu'on n'a pas pu gagner, alors que le même effectif de l'année dernière, on a pu gagner contre eux. Donc c'était une sorte de revanche qu'ils voulaient prendre. Bon, maintenant, ce qui n'a pas marché chez nous, peut-être que c'est la combativité. Voilà, les enfants ont baissé les bras un peu plus tôt. Et puis bon, souvent, on va pas rentrer dans ces détails-là. Puisque nous, on dit souvent que c'est les arbitres. On pénalise un peu les arbitres. La façon de siffler là, c'est comme si on est un peu brimé. Voilà, parce que quand on les voit siffler contre nous, il y a des fautes qu'on ne doit même pas siffler quand on siffle. Et nous, on ne comprend pas. Et quand on veut se plaindre aussi, c'est un problème. Voilà, ça fait que bon, c'est comme si on privilégiait un peu les grandes équipes par rapport aux petites équipes. Donc, c'est en un mot. Bon, je dirais que bon, ça devrait pas marcher, c'est ça. Ok, bon, pour tout coach, c'est une satisfaction réelle de gagner un match. Si vous avez remarqué ce soir, nous avons joué avec un nombre très réduit. Nous avons joué à 7. Et nous avons beaucoup de nos joueurs
qui sont en mission, d'autres sont en voyage, d'autres sont pris à les baptêmes et les confirmations. Donc nous avons fait notre moyen de bord. Nous avons fait comprendre à nos joueurs qu'un match, ça ne se joue pas forcément à 12. C'est pour cela que nous avons joué dans la prudence et dans l'expérience en jouant en zone presse et laisser les venir et jouer avec l'expérience qu'on a dans la mesure que nous sommes l'équipe championne, l'équipe en vue, l'équipe à battre cette année. Donc nous avons recadré nos joueurs, nous les avons fait savoir que l'absentéisme à l'entraînement, ça ne sert à rien. Donc ils se sont remobilisés, ils sont venus, nous avons corrigé les tares qui étaient là, les imperfections. Et c'est ce qui a payé ce soir si vous-même vous avez bu. Ok, bon, je pense que c'était un beau match. Voilà, certes, on a perdu, mais je pense qu'on a appris beaucoup. Nous sommes une jeune équipe. On est en train de se construire. Voilà, c'était contre une équipe de top 4. L'écart est 7 grands, mais je pense qu'on a appris beaucoup. L'essentiel, c'est pour nous, en réalité, c'est d'apprendre, de grandir. Puisque nous sommes en pleine construction, il y a beaucoup de jeunes c'est leur première fois de découvrir le championnat. Voilà, bon, c'est vraiment une formation. Nous sommes dans une phase de formation, de construction d'équipe et notre ambition vraiment c'est d'avoir une équipe solide, intégrer le top 4 du championnat, pourquoi pas prendre la tête. Ok. Très sincèrement, c'est la même mentalité. Chaque match compte pour nous et on essaie de faire de notre mieux pour gagner. Toujours concentré et il faut faire un bon résultat. C'est l'essentiel. Alors, bon, déjà vous avez parlé de tout le monde qui veut battre la Sonavi. Ça c'est un peu historique aussi. Dès qu'on est arrivé, il y avait toujours cette pression, c'était l'équipe à battre et tout. Et lorsque tu évolues comme ça, tu te sens tout le temps obligé de donner le meilleur de toi-même. Et c'est toujours le déclic à chaque match. Ça peut être coincé, mais à chaque fois, il faut faire la différence. L'objectif est toujours le même. Donner plus, progresser à chaque match et être le plus efficace possible. Donc, on ne peut pas essayer de stagner parce qu'il y a toujours les phases finales qui viennent et c'est notre plus grand objectif, remporter la victoire finale. Donc, on se dit que le niveau est un peu bon, mais il faut toujours progresser. On n'en sait jamais. C'est vrai, mais ça ne nous fait pas très mal parce que pour nous, c'est un gros match avec de grands combats sur plusieurs batailles. Aujourd'hui, l'effectif NGB jouait contre l'AS Douane et puis tenir tête à l'AS Douane jusqu'au 4e quart-temps, pour nous, c'est une gloire. Mais nous l'avions fait. Et donc, on a espéré un temps, comme une saison, la saison surpassée, tenir tête jusqu'au bout à cette grande équipe. Et on peut reconnaître que cette saison, c'est encore un grand regroupement de grands joueurs dans cet effectif. Et nous, collectivement, on s'est préparés pour pouvoir tenir vraiment très loin avec eux. Et on l'a fait. On l'a fait. Il y a eu quelques manquements. Notre vrai problème, ça se situe au niveau du 3e quart-temps qui n'a pas été très bien joué. Et donc, ça a répercuté sur le reste du match. Sinon, les enfants ont très bien, hyper bien joué, si je dois le dire. Oh, c'est pas un secret en fait, parce qu'au départ, on avait dit aux jeunes de jouer leur rythme comme d'habitude. Mais ils ont négligé en fait. Et on a vu qu'à la mi-temps, on nous menait de quelques points. Donc à la mi-temps, on a essayé de revoir et de revenir sur notre force qui est la défense. Et c'est ça qui a payé à la dernière mi-temps en fait, parce qu'on a tout raclé, que ce soit en rebond, défensif comme offensif. C'est ça qui nous a amenés. Parce qu'on n'avait pas ça dans les premiers quart-temps du match. C'est ces erreurs qu'on a corrigées à partir du 3e quart-temps pour remonter le score. Parce que ce 3e quart-temps, il est crucial au basketball. Donc, tous les rebonds défensifs, on a raclé et on a assuré aussi offensivement. Voilà. Même offensivement aussi, on a ramassé aussi beaucoup de rebonds et puis fait plus la faute. Donc, c'est ça qui nous a amenés devant. Bon, c'est un mot d'ordre qu'on enseigne parce qu'il faut s'encourager du début jusqu'à la fin. Que ça soit du bon ou mauvais, il faut s'encourager. Parce que si on s'encourage, ça motive en fait le partenaire qui shoot à fournir encore beaucoup d'efforts pour assurer les paniers. Oui, faut dire qu'on a commencé vraiment timidement. Voilà. Avec un 5 un peu inédit, vu qu'on a des absents. Voilà. D'autres sont partis pour la campagne 3 contre 3 et d'autres pour les mariages. C'est pour cela qu'on avait demandé le report, mais comme on n'a pas eu le report, on est venu jouer quand même. On a misé d'abord sur la défense. Voilà, on a misé sur la défense. Et en attaque, on a joué sur nos atouts. On avait 2 grands, on a essayé de jouer à l'intérieur. Voilà, et ça a marché.
Oh non, à chaque match, sa stratégie. Voilà, je pense que le prochain match est EBC, si je ne me trompe pas. Voilà. On va entamer d'abord le premier quart-temps, le deuxième quart-temps. On va essayer d'analyser les failles de l'équipe et d'appuyer sur ces failles-là. C'est un peu ça la stratégie. Ok, le prime abord, bon, malheureusement on a perdu. Mais ce qui a, entre griffes, créé cette défaite, c'est que vraiment on n'était pas trop en forme pour certains, moi particulièrement. On s'est rendu qu'on en a joué contre une équipe qui est assez expérimentée ou qui ont des intérieurs qui sont très lourds et très expérimentés. Donc ça a joué grandement sur le jeu. On n'arrivait pas à se retrouver. Mais bon, c'est une défaite, c'est une expérience. Il faut tirer les leçons et apprendre à avancer avec. Voilà. Bon, disons même que depuis le début, on tâtonnait. On n'arrivait pas à faire des systèmes et tout, mais on était devant. Mais à la reprise, il y a la question de lucidité qui était là, puisqu'il y avait la fatigue qui s'est installée, donc on était plus lucide et tout. Et ils ont eu du courage, un regain de courage qui les a amenés à nous mettre la pression. Voilà, et on n'a pas su s'en sortir dans cette pression, la raison pour laquelle le score a été assez grand. Disons que Cédric, c'est notre meneur qui est très expérimenté et vraiment disons que son absence, ça se justifie aussi, notre défaite aussi se justifie par ça, puisque c'est notre porteur de balle et c'est lui qui sait calmer, qui sait vraiment remettre les pendules à l'heure dans l'équipe. C'est vrai qu'on devait tous être à mesure de le faire, mais son absence vraiment a joué. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, malheureusement, je ne pense pas qu'il puisse reprendre très prochainement. On lui souhaite prompt rétablissement et que voilà quoi. Et moins de blessures dans l'équipe. De retour sur le plateau pour ce qui s'est passé sur les terrains. On a eu pas mal de matchs, 6 rencontres au total, dont un alléchant USFA KSBC qui s'est joué à la faveur des militaires, 71 à 48. USFA qui est en train de monter un peu crescendo, comme l'a annoncé Armel Ouedraogo sur notre plateau, on dirait. Comme on dit, c'est l'expérience qui parle. Hein. USFA, c'est le champion en titre. Ils ont un statut, ils ont des joueurs, ils ont une certaine maîtrise du jeu, on va dire. Plus les matchs vont avancer, plus ils vont gagner en conditions physiques, plus ils vont se roder, plus ils vont se rapprocher de leur meilleur niveau. Donc pour le moment, c'est exactement ce qui se passe. USFA KSBC, c'est respecté, le favori l'emporte 71-48. KSBC, qu'on connaît comme étant une équipe qui dérange beaucoup les gros. Actuellement, ils se sont inclinés, en tout cas ce samedi 7 juin 2025 contre l'USFA. Mais après, il y a eu un autre gros qui a joué, cette fois-ci un petit poussé. C'était la Sonabi qui rencontrait l'AS Police. Ça s'est terminé en tout cas sur un score sans appel de 69 à 37. Cette équipe de AS Police qui a toujours du mal à monter au fil des saisons, on revient. Oui, franchement, l'AS Police, c'est l'équipe qu'on ne comprend pas. Moi, je le dis de façon sincère. Je pense que moi, je les attends à un meilleur niveau que ça. Donc, aussi bien par son organisation, par sa structure et par son effectif, elle devrait jouer le haut du tableau. Donc, rester dans telle configuration, la Sonabi l'emporte sans souffrir. Et c'est respecté là. AS Police, bon, surtout aussi que l'AS Police, on se dit un peu qu'ils ont les moyens de pouvoir, ajouter plus de qualité, plus d'expérience à leur équipe pour pouvoir gratter les hauts du tableau, comme on le voit dans certaines disciplines, par exemple, comme le handball, où l'AS Police est un peu plus respecté qu'au niveau du basket. Oui, je me dis aussi, parce que les équipes qui sont censées être affiliées par exemple, USFA à l'armée, AS Police à la police, la Sonabi à la Sonabi, la Sonabel Jadis à la Sonabel, sont censés quand même disposer d'un minimum de moyens et d'organisation qui devraient leur permettre de fournir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Bon, force est de constater que malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe exactement au niveau de l'AS Police. Il y a quelques années, ils avaient un beau visage, ils ont bien commencé et tout. Bon, plus les années passent, plus
le visage a changé. Donc, comme on n'est pas en interne, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Quels sont les objectifs? Est-ce qu'il y a vraiment la volonté de mettre le basket en avant dans cette structure? Beaucoup de questions qu'il faut se poser quand on regarde jouer cette équipe globalement. En tout cas, nous accorderons une attention particulière à cette équipe de AS Police qu'on a envie de voir performer plus que ça. Et après... Encore aussi, il faut, excusez-moi là, encore il faut le dire, parce que est-ce que, par exemple, l'AS Police a dans son organigramme des basketteurs? Ça marche bien avec l'USFA, ça marche avec la Sonabi, parce qu'on sait que dans le bureau, c'est les anciens basketteurs qui sont à la tête, qui dirigent en fait le club. Si ça a bien marché pour l'USFA, parce que certains acteurs même, c'est-à-dire certains, c'est les anciens joueurs, qui sont à la tête de la gestion du club. Donc, ils savent tout toucher, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Pour l'AS Police, je ne sais pas si c'est la même situation. Si c'est la même, ça va être dommage. Si ce n'est pas la même situation, le tir devrait être rectifié, quoi. Je ne sais pas si nous avons des basketteurs à la police en tout cas, on aimerait voir la police à un meilleur niveau que celle qu'ils ont présentement. Oui, effectivement. Bon, je vais continuer avec les prochains matchs. Mais un peu avant ça, tu as parlé de USFA qui a des dirigeants qui sont dans l'organigramme du basket là-bas et tout. C'est vrai que ces 3 dernières saisons, USFA n'a vraiment pas ménagé les efforts pour renforcer son équipe et la rendre compétitive jusqu'au titre. Et ça a porté ses fruits la saison dernière, très clairement. Tout à fait. Comme on dit, quand vous avez joué au basket et que vous aimez la chose, quand vous êtes dirigeant de certaines instances du basket, vous mettez les moyens. Pas seulement financier, mais que ce soit votre présence en tant que personne, l'engagement personnel que vous y mettez, la motivation et tout. On sent que les joueurs ont un modèle à suivre, ils ont un chronogramme, un organigramme, c'est structuré, c'est organisé, on ne ménage pas les efforts. Et ce genre d'équation, ça paye tout le temps. Ça paye tout le temps. Et il faut regarder, je ne sais pas, comme vous l'avez dit, le parcours sur les 3 dernières saisons, c'est une progression jusqu'au titre. En tout cas, on a envie d'avoir cette confrontation entre policiers et militaires sur les terrains de basketball. Une autre rencontre qui s'est décidée carrément aux dernières secondes du match, c'était UCO qui rencontrait AS Sabo. AS Sabo qui a mené pratiquement tout le match et qui a malheureusement laissé filer cette victoire en faveur de UCO, 63-58 au score final. Il y a eu un gros manque d'expérience, je dirais, au niveau de AS Sabo. On a précipité des tirs en fin de match. Et UCO, avec Hyacinthe notamment, ils ont plié ça comme il fallait. Bon, vous savez, comme on dit, UCO, c'est un groupe qui joue ensemble depuis plus de 6 ans. Même si les uns sont un peu occupés, ils n'ont pas tous le temps de se réunir à l'entraînement, il y a un petit noyau, les anciens reviennent de temps en temps et tout. C'est une équipe qui a énormément d'expérience. Et avec un minimum de conditions physiques sur ces derniers matchs, ils ont montré qu'ils peuvent poser d'énormes problèmes. Même l'année dernière avec l'USFA, ça s'est vu jusqu'au 3e quart-temps avant qu'ils puissent se départager. Là, ils sont un peu moins bien cette saison. Il est vrai qu'il y a le retour de certains joueurs comme Yassine Bado, qui est un shooter comme on n'en fait plus. Mais force est de constater que sur la fin du match, vraiment, AS Sabo a manqué d'expérience. C'est ça. Ils ont manqué d'expérience et bon, c'est le résultat. Par rapport à UCO, cette saison aussi, je remarque qu'ils n'ont pas à chaque match tout leur effectif. C'est certainement lié aux occupations de certains joueurs. On a parlé tantôt de Hyacinthe aussi, qu'on voit très rarement pendant les matchs. J'ai même l'impression que souvent, il n'est peut-être pas sur Ouaga et tout. Et j'avoue que ça fragilise beaucoup cet effectif. En tout cas, c'est une très bonne victoire pour UCO qui s'impose et qui met les bâtons dans les roues de AS Sabo dans leur qualification pour le top 8. Sur le terrain du MJCO 2, il s'est passé encore une confrontation entre AS Douane et NJB. Match à demi-temps parce que à partir au sifflet de la mi-temps, il y avait NJB qui menait au score l'AS Douane. L'AS Douane, qui a montré ses capacités en tout cas à revenir au score, celles qui les ont permis de vaincre l'USFA. Ils se sont imposés 58-43. Robian, tu disais le numéro précédent que l'ennemi de AS Douane, c'est AS Douane elle-même. Ça s'est parfaitement illustré cette partie de match, en tout cas la première mi-temps. Exactement, hein, c'est ça. Comme on le dit, franchement l'AS Douane c'est pour moi l'équipe la plus complète cette année. Sur tous les plans, même jusqu'au coach. Donc, si
la seule équipe capable de vaincre la S-Douane, c'est la S-Douane elle-même. Si elle décide de jouer, elle joue. Si elle ne veut pas jouer et qu'elle veut accorder la victoire aux gens, elle le fera. Donc, et puis avec NGB, je pense que ça a été le cas. Donc, c'était serré jusqu'à la mi-temps. Bon, avec beaucoup d'expérience, ils se sont relevés dans le match, ils ont gagné leur match. NGB qui menait la Douane de 6 points à la mi-temps. Il faut dire que la Douane a laissé passer beaucoup de rebonds défensifs. NGB nous a fait beaucoup de mal dans la raquette. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec toutes les capacités que la Douane a dans ce secteur. Tout à fait. Je n'ai pas personnellement suivi le match, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs athlétiques de la Douane qui manquaient à l'appel. On sait déjà que le capitaine, depuis le début de saison, Raouf, est toujours en convalescence. Il y a Tanguy et Kevin qui sont du côté de Porto Novo. 23. Pourtant, c'est des joueurs qui prennent énormément de rebonds. C'est les détonateurs du jeu offensif. Je sais que Théo était là. Je ne sais pas, est-ce que Lassina était là? Lassina était là. Il a même fait un match très correct pour son retour. Voilà, c'est son retour et tout. Mais il faut constater aussi que NGB, c'est une équipe très rapide. Très rapide. C'est vraiment le basket moderne. Ils courent dans tous les sens, ils tirent, ils vont au rebond, ils sont agressifs, ils sont des joueurs hyper athlétiques. Donc, ils vous imposent un défi physique. Et à ce match-là, force est de constater que les détonateurs du jeu physique de l'Iceberg n'étaient pas présents. Donc, il a fallu déjà s'adapter. Parce que, comme dit Romy, l'Iceberg, c'est l'effectif le plus complet. Les postes sont doublés, triplés. La qualité des joueurs n'est plus à remettre en cause. Mais quand toute la saison, certains joueurs ont tellement brillé que d'autres sont relégués au second plan, quand ces derniers ne sont pas là, il faut que les autres arrivent à se remettre rapidement au diapason de ce que les titulaires faisaient. Et je pense que c'est le temps qu'il a fallu une mi-temps pour que Iceberg règle les comptes. Parce que bon, je pense que Iceberg est trop expérimenté pour laisser passer ce genre de match. En tout cas, ils maintiennent leur rang à Iceberg. Ils sont toujours à 0 défaite pour le moment, avec un match en retard sur la Sonabi. Et après, il y a eu aussi cette confrontation qui a beaucoup fait du mal, j'allais dire, à Majestic, qui est toujours en lice pour intégrer le top 8. Je parle justement de votre confrontation le dimanche face à Aowa, match que vous sembliez en tout cas tenir jusqu'au troisième quart-temps, il me semble, où Aowa se détache et récupère la victoire 57-38. Ouais, les mêmes choses pour le but, les mêmes effets. Ça, c'est Majestic tout craché. On a déjà parlé, on ne cessera pas de parler. Majestic, c'est 2 quart-temps. Troisième, on sombre. Quatrième, on se désintègre totalement. C'est encore la copie du match. Ils ont maîtrisé le match jusqu'à la mi-temps. Ils menaient de, je pense, 9 ou 10 points, je crois. Au troisième quart-temps, ils ont fait un troisième quart-temps avec 2 points uniquement. J'ai suivi le match. À la mi-temps, je pense que c'était 27-18, si je ne me trompe pas. Au troisième quart-temps, c'était 29 et 33 ou 39 pour Awa. Wow. Donc, le match, c'est ça. C'est encore, ça se joue aussi sur l'expérience. Majestic manque l'occasion de profiter d'un Awa complètement affaibli. Donc, un match qui s'est joué sans Steph, sans Oxens, sans Khalil, sans Bako. Bon, c'était quand même assez remanié, mais bon, l'expérience l'emporte. C'est clair qu'on s'attendait à un score un peu plus en faveur de Majestic du fait de ses absences, même que tu cites. Mais est-ce que la blessure de vos 2 joueurs le week-end passé n'a pas vraiment pesé sur vous? Je pense notamment à Cédric qui faisait un match extraordinaire face à JCPF. Tout à fait. Je pense que l'absence des 2 Cédric d'ailleurs, justement, puisque on a l'autre Cédric Bazongo qui était devenu détonateur de l'équipe, qui provoquait beaucoup. Il s'était tué contre NGB. Donc, contre JCBF, il n'a pas eu assez de temps. Il s'est blessé en début de match. Mais justement, l'autre Cédric Améga, qui faisait vraiment un très beau match contre JCBF. Je pense qu'ils ont beaucoup manqué à l'équipe. Ils ont beaucoup manqué à l'équipe. Ça aurait pu être autrement si les 2 étaient là. Mais bon, c'est ça. En tout cas, ça vous freine un peu dans votre course pour le top 8, mais il me semble que tout est encore possible pour que vous rejoigniez ce groupe pour cette deuxième partie de championnat. Ah ouais, on va attendre encore la suite du match. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que c'est une équipe qui surprend, désagréablement d'ailleurs. Donc je pense que ça doit se jouer au fil de chaque journée. Donc, on ne peut pas parler tout de suite de l'intégration du top 8. Il y a encore beaucoup de matchs qui restent. Et quand on sait que c'est une équipe qui peut surprendre désagréablement,
fera pas de commentaires avant les matchs. Nous rappelons que cette journée compte pour la 8e. Voilà, de ce championnat. Mais bon, nous ne soyons pas trop durs avec Majestic. C'est une nouvelle équipe qui revient, qui relève de ses centres. On va espérer en tout cas qu'il progresse pour intégrer ce fameux top 8. Et pour terminer cette journée, on a eu Elite Basketball Club qui affrontait JCBF, cette équipe qui surprend cette saison. Elite Basketball qui continue de faire ses classes, comme j'aime le dire. Défaite écrasante face à JCBF qui l'emporte 75-23. Oui, tout à fait, tout à fait. Comme on dit, Elite, c'est le petit poussé de la compétition. Ils font leur classe, ils apprennent. Il y a beaucoup de joueurs. C'est leur première expérience en senior. Il y a beaucoup de jeunes. Même le coach, c'est un de mes anciens coéquipiers. Je fais un petit coucou à mon ancien coéquipier Damis, qui est un très bon champion. Bon, c'est un peu l'écart de niveau qu'il y avait entre les deux équipes. On n'a pas tellement, JCBF n'a pas tellement eu à forcer. Ils ont juste été appliqués, disciplinés, ils ont suivi les consignes. Et bon, ça a été le résultat final. C'est toujours bon à prendre, bon, après une défaite, c'est toujours bon d'avoir une victoire, mais il faut garder la tête sur les épaules, comme on dit, et puis garder en ligne de mire la qualification pour le top 8, parce que rien n'est acquis jusqu'à la fin. C'est ça. Bon, en tout cas, votre équipe a plein de talents, plein de jeunes que j'ai vu évoluer pendant pas mal d'années, que j'espérais même, j'avoue, intégrer même cette équipe nationale qui est partie représenter le Burkina à Porto Novo. Équipe nationale même dont on va parler d'ailleurs un instant juste après le jingle. Nous avions en effet nos étalons U23 de 3x3 au Bénin à Porto Novo qui disputaient la Ligue des Nations U23 2025 de basketball. Les résultats sont comme suit. Nous avons nos hommes qui finissent 3e de la compétition en enregistrant 7 victoires sur 13 matchs. Et nos dames, malheureusement, qui finissent à la 6e et dernière place, on va dire qu'ils continuent leur apprentissage avec un bilan de 3 matchs gagnés sur 12 matchs joués. Comment on peut analyser cette performance j'allais dire plus que honorable de nos étalons hommes là-bas à Porto Novo? Oui, bon, assez honorable. On pourrait s'attendre à mieux. Mais de façon générale, je pense qu'on a vu les garçons, ils ont joué au basket, ils se sont donnés corps et âme à chaque match. Généralement, les matchs qu'ils perdaient, c'est sur des petits détails. Exactement, des matchs sur le fil. Donc, on ne peut pas parler, on va pas chercher qu'est-ce qui n'a pas marché, on ne pourra pas trouver certainement. Donc, ils avaient tout pour aller loin. Le coach, au passage, qui fait un excellent boulot. Il a même été élu meilleur coach du tournoi. On parle notamment de Steph Paré, qui avec toute son expérience a su en tout cas conduire cette équipe sur le podium, même si on aurait voulu être classé un peu. Mais bon, relativement quand on regarde, le Burkina est derrière qui? L'Algérie et la Côte d'Ivoire. Donc de façon générale, je pense que ce n'est pas, on va pas dire qu'on mérite la place parce qu'on voulait mieux, mais c'est un bilan assez positif. Bilan assez positif et ça va. Moi, je les encourage encore, je les félicite. À eux tous, ils ont tous nos encouragements et toutes nos félicitations pour cette prouesse-là. Je fais un bilan très bref du classement chez les hommes où l'Algérie termine premier de la compétition. Derrière, nous avons la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Ouganda, le Bénin et enfin le Kenya. Chez les dames, on va dire qu'elles continuent leur classe. Elles continuent leur classe à l'échelle internationale dans cette catégorie de format basket, j'ai envie de dire, de 3x3. Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur sortie concrètement et qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer à leur niveau d'après toi, Stéphane? Bon, je pense qu'au niveau des dames, ce qui a retenu surtout, c'est une prise d'expérience. Parce que déjà, contrairement aux hommes, le championnat a débuté. Donc, il y a une certaine condition physique qui est installée. Pour les dernières sorties internationales, on a vu que les garçons étaient plus à l'aise, qu'ils ont l'habitude, qu'ils travaillent plus régulièrement et tout. Au niveau des dames, je ne sais pas exactement
comment ça se passe. Mais on va dire que, vu que le basket burkinabé féminin renaît un peu de ses cendres, bon, on ose espérer qu'il y aura de l'amélioration. On ose espérer qu'il y aura de l'amélioration et qu'il y aura un travail derrière afin qu'elle essaie de faire aussi bien que les hommes. En tout cas, pour l'avenir, il y a... Espérons, on espère en tout cas. Il y a une bonne expérience, effectivement, qui est prise du côté des dames, qui termine derrière l'Ouganda, qui finit premier de cette compétition, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Bénin, l'Algérie. Néanmoins, elles grattent des victoires. Elles se sont données pour décrocher ces 3 victoires, notamment dans cette compétition. Le basketball féminin, qui revient toujours sur notre plateau ici à Back to Back, on a vraiment envie de redynamiser ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement des prochaines échéances pour cette équipe de 3x3 féminin? Déjà, reste à ça. Bon, personnellement, je connais pas toutes les joueuses qui y figurent. Et il faut dire que c'est un regroupement de U23. C'est ça. Est-ce qu'on a une équipe qui peut encore aller tenter une compétition, où elles sont à la limite de l'âge? C'est beaucoup de questions. J'espère qu'à leur retour, on les voit sur le plateau de Back to Back. On va changer de long en large sur la condition féminine. J'ai vraiment envie que ces équipes-là restent toujours ensemble pour continuer de s'entraîner, évoluer ensemble. Ça permettrait peut-être de rehausser leur niveau par rapport à d'autres échéances. Même pas que les U23, il y aura certainement d'autres échéances par rapport au 3 contre 3. Déjà, encourager même la fédération à y jeter de l'huile pour booster encore plus ces hommes qui font un super travail dans cette discipline. Bon, comme on dit, la progression au basket, c'est de la continuité. C'est de la continuité, c'est ce qu'on réclame depuis longtemps en équipe nationale 5 contre 5. Voilà, donc apparemment, le moule de ce qu'on attendait en 5 contre 5 se fait déjà en 3x3. Si ça peut déjà poursuivre dans cette direction, il y aura obligatoirement une amélioration. Avec tout ce qui va suivre, on ose espérer que pour la suite, ça va mieux se passer en tout cas. Stéphane Paré et ses poulains, en tout cas, on espérera en tout cas les recevoir ici sur notre plateau pour parler en long et en large de cette expérience au Bénin à Porto-Novo. Nous les félicitons, ils n'ont vraiment pas démérité et nous espérons en tout cas que pour les prochaines échéances, nous pourrons faire mieux. Nous allons ouvrir notre page. Votre page que vous aimez beaucoup, c'est la page NBA, c'est maintenant. Finale NBA qui oppose Oklahoma City à Indiana. Actuellement, la série est à égalité, c'est du 1 partout. Mais le premier match a été riche en rebondissements avec une remontada encore de Indiana Pacers. Oui, comme d'habitude, Indiana, c'est une équipe, comme on va dire, qui a l'habitude de sortir dans le dos. Ça, 2 cartons, ils sont restés là, 5, 8 points. On va compter que surtout le match, les lieutenants de Shai Gilgeous-Alexander, à savoir Jalen Williams et Chet Holmgren, n'ont pas été au rendez-vous. Ils ont été très maladroits et pratiquement... Chez s'est chargé notamment Chet Holmgren qui finit ce match-là à 6 points, 6 rebonds juste. Oui. Jalen Williams, il vous met 17 points, mais il a carrément 6 sur 19 au tir. Donc ils étaient un peu aux abonnés absents. Du coup, les autres ont fait le minimum syndical et sur un dernier ballon de Shai Gilgeous-Alexander pour plier la rencontre, il y a eu une très bonne défense de Andrew Nembhard. Et après, comme d'habitude, Ali Big Shots, il a tué le match. Encore une fois de plus, effectivement. Mais ça ne m'enlèvera pas de l'esprit que ce joueur est surcoté. En tout cas, il répond d'une très belle manière à ses détracteurs. Faut dire qu'au dernier carton, sur cette remontée, on a un facteur X du côté de Indiana qui s'est vraiment illustré en mettant de gros shoots. Je pense notamment à Obi Toppins, qui n'est pas qu'un dunker. Hein. On a Siakam qui fait aussi un gros match. Il finit à 19 points, 10 rebonds, 3 assists. Obi Toppins, 17 points, 5 rebonds, 2 assists. Ouais. On a ce fou de Haliburton aussi qui termine en triple-double avec 14 points, 10 rebonds et 6 assists. Haliburton qui
qui n'a pas eu ce titre de MVP des finales de conférence. Mais cette équipe de Indiana, c'est vraiment difficile de dégager quelqu'un. Très, très, très difficile parce qu'ils sont presque au même niveau. C'est ça. Quand tu prends justement Haliburton 14 points, Miles Turner 15 points, tu as Witopin 17 points, tu as Pascal Siakam 19. Ils ont 6 joueurs à plus de 10 points dans cette équipe-là. Tout à fait. Donc, c'est une équipe vraiment très, très, très complémentaire. Et puis, chacun fait sa petite partition dans le jeu jusqu'à remporter la finale. Haliburton, toujours avec les derniers ballons qu'il fait toujours mal. Donc, je pense que jusqu'à présent, est-ce que justement le fait d'avoir raté le MVP des finales a un peu freiné ou pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'est pas encore total même dans ces finales. Dans ces finales. Je pense qu'aussi, comme je l'ai dit, je crois qu'il s'agira un game 7 et puis il va monter plus en puissance. En tout Parce cas, que quand tu prends son compère direct, Shea, il a 38 points. Il a fait un gros match. Il a vraiment fait un gros match ce match. Je me demande même s'il n'était pas un peu esselé au scoring même d'ailleurs sur ce game 1. Parce que ces lieutenants n'ont pas donné. Hologram était à 6 points. C'est ça. Donc, on s'attend. Williams qui a 17 points mais qui est super maladroit. Il n'est qu'à 6 sur 19 au tir. C'est en tout cas difficile d'aller chercher une équipe de Indiana qui est sujet à ces remontades en tout cas durant cette campagne de playoff. Comme je l'avais dit, je mettais toutes les pièces sur Indiana Pacers et puis bon, si ça continue dans cette configuration, tant mieux pour moi. Il décroche l'avantage du terrain en tout cas. Ça n'a pas plu à Shai Gilgeous-Alexander et ses lieutenants d'ailleurs qui ont tout de suite répondu au match de en remportant ce deuxième match par 123 à 107. Tout à fait. On va dire pour le match 2, les séries se suivent et se ressemblent. Ça me fait penser un peu à la série contre Minnesota, où après un match avec une très bonne adresse, Minnesota a caché un peu ses lacunes. Mais dans le game 2, vous constaterez que le roster de OKC, qui est constitué de pratiquement 7-8 joueurs hyper défensifs et qui peuvent répondre en attaque, ont repoussé Indiana au-delà de la ligne des 3 points avec une présence physique telle qu'ils ont eu une hyper maladresse. Et en 2 quarts temps, le match a été plié. Et ça n'a pas été la même erreur qu'au dernier match. Parce que quand vous avez un Jalen Williams qui a un minimum d'adresse, OKC devient injouable, puisque Shai Gilgeous-Alexander a plus de 30 points. Vous avez le réveil de Chet Green, Caruso en sortie de banc. Caruso en sortie de banc qui plante 20 points. Vous avez Aaron Wiggins qui en plante, je crois, 18. C'est ça. Vous avez Ludor, vous avez Wallace, Isaiah Joe, qui font un minimum. Dans ce genre de conditions, ça devient, c'est pratiquement impossible de trouver une configuration pour empêcher OKC d'attaquer. Maintenant, eux, ils vous mettent un défi pas possible en défense. Ce défi auquel Indiana n'a pas pu répondre au game 2. Mais comme je dis toujours, c'est une série. C'est une série, je pense que le coach d'Indiana va regarder, il va s'ajuster, il retourne à la maison, il aura l'avantage du terrain. Maintenant, avantage du terrain ou pas, c'est toujours un cauchemar de jouer cette équipe de Oklahoma City. Donc, advienne que pourra, on verra comment ça va se passer. Mais moi, je maintiens toujours mon pronostic. Je dis 4-1, 4-2 pour Oklahoma City. 4-1, 4-2 pour Oklahoma City, d'accord. Mais en tout cas, faut le dire, Indiana, en tout cas, cet avantage du terrain là, pour le moment, dans toutes les séries qu'elle a pu jouer, elle a très bien exploité ça pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Oui, tout à fait. Et puis quand tu regardes le match, c'est assez chaud, mais je pense que d'office, pour moi personnellement, d'office, ils savent que le match 2 n'allait pas être facile. On ne va pas faire un 2-0 à l'OKC. On fait le strict minimum, on les attend chez nous. Et quand tu regardes l'équipe, la façon dont ça a joué, tu as Haliburton 17 points, Miles Turner 16 points, Siakam 15 points. Ils ont quand même 7 joueurs à plus de 10 points ce match. Toujours aussi homogène cette équipe de le match. Mais maintenant, sans forcer. On retourne à la maison, c'est minimum 1 sur 2 aussi à prendre là-bas. Donc, ça va être une très belle série. Une très belle série avec beaucoup de surprises. Les matchs comme on les aime. J'aimerais bien que ça se joue, ça se décide sur un game 7. En tout cas, pour le moment, c'est très bien parti, Rovial. Parce que on sent vraiment que cette équipe d'OKC, bien qu'elle ait une défense super dure sur les autres équipes, elle dépend
beaucoup de l'apport des généraux de Shai Gilgeous-Alexander. Oui, c'est exactement ce qu'on disait. Au KC, quand vous regardez le profil des joueurs du KC et le profil des joueurs d'Indiana, vous avez presque deux équipes qui se ressemblent énormément. Vous avez des lieutenants défensifs qui sont capables de scorer plus de 10 points. Quand vous regardez les deux feuilles de match, vous avez 6 ou 7 joueurs, voire 8 dans chaque équipe qui sont à plus de 10 points. C'est des équipes qui défendent. Et le style de jeu de OKC ici à Indiana, il y a la vitesse, les espaces, obliger les gens à shooter. Indiana joue comme ça. Sur un match, ils peuvent avoir de la maladresse, mais surtout les playoffs, ils ont montré qu'ils ne jouent pas de match comme ça. Ils ne jouent pas de match comme ça. Et quand vous avez des joueurs comme Siakam ou comme Haliburton, bon, Haliburton, je vais dire encore, c'est le maître à jouer de l'équipe, il imprime le tempo. Souvent, il est un peu trop altruiste, mais Siakam, c'est quelqu'un qui a la vie de ce genre de rendez-vous. C'est un joueur létal. Donc, je ne pense pas qu'au Game 3, à Indiana, OKC aura, ça sera aussi facile pour eux. Ça sera très difficile. Mais je pense que l'équipe qui va remporter le Game 3 prend une sérieuse option sur la victoire finale. En tout cas, le Game 3 qui va se jouer sur le parquet de Indiana et ça va se passer dans la nuit du 11 au 12 juin. J'ai entendu une rumeur dernièrement sur les réseaux sociaux. Ça parle beaucoup de l'arrivée de Kevin Durant à San Antonio avec Wembanyama. Qu'est-ce que vous pensez de tel événement dans la NBA? Il y a beaucoup de rumeurs, hein, surtout concernant KD. On l'envoie un peu partout. On l'envoie chez les Bucks, on l'envoie à New York, on l'envoie. Ça va être très difficile, une opération difficile à faire. Est-ce que les Spurs donneront combien de joueurs pour KD? Quel type de joueurs donneront pour récupérer KD? C'est encore des rumeurs. Pour moi, ça reste des rumeurs. Mais j'ai comme l'impression que les Suns veulent se débarrasser de KD et puis le constituer. Je pense qu'ils gagneraient mieux à tenter de prendre une bague avant d'aller en retraite. Et il a les moyens de le faire. Il y a des équipes qui sont très proches dans son expérience et toute sa saga manque. KD à San Antonio Spurs, pour moi, c'est impossible. D'accord. On parlait à San Antonio, on parlait de KD, on parlait même tantôt de Giannis Antetokounmpo aussi au San Antonio Spurs. En tout cas, beaucoup de rumeurs. Giannis Antetokounmpo, en tout cas, qui est sûrement prêt à partir des Bucks. Où tu le vois chuter? Moi, je vois Giannis nulle part, je le vois à Milwaukee. C'est quelqu'un qui fonctionne au sentiment. Il est très à l'aise à Milwaukee. Il a amené la franchise là où elle n'est jamais arrivée. Bon, il est quand même resté en bas d'un toit de verre 2 saisons d'affilée. Oui, mais vous savez, Giannis, c'est pas le genre de joueur qui aime la facilité. Quand il a l'impression que ça va dans son sens, qu'il y a quelque chose qui est fait pour aboutir à quelque chose, il reste. Il aurait pu quitter Milwaukee depuis belle lurette. Il a fait ses classes, il est devenu le meilleur joueur du monde là-bas. Je crois qu'il a été meilleur défenseur, il a été champion, il est redescendu. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut être champion ou pas. Et vu que c'est quelqu'un qui marche beaucoup au sentiment, je le vois mal bouger, aller dans une autre franchise. Peut-être je le verrais bien une équipe comme New York. Voilà, là, ça collerait bien. Son monde à San Antonio, je ne dis jamais. Il ne va pas aller jouer avec un Victor Wembanyama qui est à sa 2e ou à sa 3e saison, avec un De'Aaron Fox, avec une équipe qui, en griffe, va faire des playoffs et de bonnes prestations, mais pas arriver au bout. Il dit, ce genre de joueurs comme Giannis ou KD ne font pas des déplacements de franchise à franchise pour ça. Ils font des déplacements pour le titre. Pour le titre, c'est comme ça que ça se passe. Et surtout que Giannis, lui, il est dans la fleur de l'âge. Il est toujours dans son coin. KD, lui, il est en fin de carrière, donc je le vois très mal à San Antonio aller jouer au mentor. Je le vois plus du côté d'une équipe comme Houston, où ils ont beaucoup de jeunes joueurs et des choix de draft qui pourraient peser dans la balance pour une reconstruction du côté de Phoenix. Ou alors peut-être du côté de Minnesota, où on va peut-être libérer le contrat de Julius Randle pour prendre un KD à la place. Bon, je vois plus des franchises comme ça. Mais pour l'échanger contre plusieurs tours de draft dans une équipe où il va jouer au mentor et essayer d'accrocher 1 ou 2 tours en playoff, je ne vois pas Durant faire ce trajet. Durant, est-ce que vous voyez Durant avoir encore une bague? Oui, mais ça dépend de son point de shoot. Ça dépend de son point de shoot. Comme Stéphane le disait, s'il tombe dans une équipe comme le Minnesota, c'est très jouable, très jouable. On libère Randle, Minnesota, KD plus Anthony Edwards, plus toute l'équipe qui est autour, là, ça peut se jouer. Il peut en tout cas ramener Minnesota à un autre cap. Donc, si KD repart aux Spurs, c'est adieu les titres, c'est jouer le mentor jusqu'à finir, quoi.
Parce que je ne vois pas les Spurs tout de suite jouer le titre NBA. Et autre chose qu'il a dit de très important par rapport à Giannis Antetokounmpo, justement, où chaque même a fait une publication sur Giannis par rapport à ça, où il disait c'est plus l'époque, c'est plus 96, où il y avait des petits marchés et des gros marchés. Giannis n'a pas besoin de faire un gros move pour aller dans une très grosse équipe. La preuve, aujourd'hui, tu as une équipe comme les Pacers, qui ne sont pas forcément un gros marché, qui sont en finale. Donc, chaque dizaine, si j'étais Giannis, je rentrerais dans le bureau du boss de Milwaukee. Donnez-moi la liste des agents libres cette année, je les appelle moi-même. Donc, c'est-à-dire, comme pour dire, convaincre quelques lieutenants avec toi en plus aux Bucks pour repartir chercher le titre. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, surtout pour quelqu'un comme Giannis. Il y a un peu une stabilité, il est dans la maison depuis belle lurette. Depuis sa draft. Voilà, donc depuis, c'est beaucoup plus facile à faire. KD qui a beaucoup bougé, il n'y a plus un sentiment d'appartenance. S'il veut un titre avant de bouger, oui, Minnesota ou New York. Ou peut-être même Milwaukee, qui sait. À voir. En tout cas, durant cette intersaison, il y aura beaucoup de mouvements en NBA et nous serons là pour regarder ça de très près. C'est sur cette note NBA que cette émission va prendre fin. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'au bout. Je vous remercie aussi à vous, Stéphane et Romial, d'avoir partagé ce plateau avec moi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour partager le plateau de Back to Back. Merci beaucoup à la régie technique et moi je vous dis à la semaine prochaine.